torture, disparition. Malgré le climat de terreur et le coup porté au moral des militants, les braises de la résistance ne se sont jamais éteintes. L'armée justifiera son coup d'État en affirmant que, je cite, « le régime marxiste de Salvador Allende avait précipité le pays dans un état de guerre intérieure et que la pacification accomplie par les forces armées était nécessaire et ne pouvait être que douloureuse. » Ce discours sera repris par la bourgeoisie et les partis de droite. Jusqu'aux attentats de New York en 2001, la journée du 11 septembre évoquait le coup d'État au Chili et la mort du président Salvador Allende en 1973. À l'époque, le gouvernement états-unien n'était pas la cible du terrorisme. Au contraire, il fut le chef d'orchestre, comme dans de nombreux pays du monde, et notamment d'Amérique du Sud, d'une campagne de terreur et de terrorisme qui déboucha sur l'établissement d'une nouvelle dictature. Après le putsch de 1973, la vie intellectuelle chilienne marque un temps d'arrêt, la plupart des créateurs hostiles à la junte se voyant bâillonnés ou contraints à l'exil. En France, l'arrivée des exilés chiliens à partir de 1973 a marqué l'opinion par son ampleur démographique et son retentissement politique et culturel. 10 000 à 15 000 personnes, la plus grande et la plus importante communauté latino-américaine de France, qui pour une grande majorité s'installe durablement. De nombreux comités se forment pour faciliter l'installation des réfugiés et leurs familles, entraînant un formidable mouvement de sympathie. Prolongeant le travail de publication réalisé sous l'unité populaire, les exilés chiliens livrent en France une véritable guérilla de l'esprit, en publiant des ouvrages à tour de bras, récits, poèmes, témoignages et revues littéraires. La diaspora chilienne est en grande partie composée d'artistes, d'intellectuels, de cadres moyens, de militants politiques et syndicaux. Contrairement à de nombreux migrants, les Chiliens présentent une proportion presque équivalente d'hommes et de femmes, ce qui signifie dans ce cas que l'exil a été familial, son implantation est urbaine. Le poète Luis Mizon, dans une lettre qu'il m'adresse, évoque sans embâche son exil. Il écrit « Au moment du coup militaire, je dirigeais la revue de l'université et j'étais vice-président de l'organisation de mon quartier pour pallier aux problèmes d'approvisionnement. Des collègues anonymes m'ont dénoncé comme élément dangereux pour l'université. Pendant les interrogatoires à l'Académie de guerre, je n'avais pas peur, même quand on m'a bandé les yeux avec un chiffon noir, ni même quand les soldats m'ont aidé à descendre en vitesse les interminables escaliers, toujours dans le noir. Je savais que les élèves de l'école de droit avaient témoigné en ma faveur. Ils avaient dit que je ne faisais pas de politique pendant les cours. L'exil est une punition. Personne ne peut choisir l'exil. Il y a la violence de l'histoire au départ et un acte dont l'exilé est responsable et conscient. Je m'arrête sur la première image de mon exil. Cette passerelle si frêle entre Valparaiso et le bateau divise le temps entre un avant et un après. L'avant deviendra vite un lieu de plus en plus mythique, un paysage déraciné où des images continuent à vivre. Ailleurs, dans un autre espace et dans un autre temps préservé, ailleurs où restent les circonstances qui m'ont poussé avec ma petite famille sur cette passerelle. Mes souvenirs sont comme ces ruines, parfois méconnaissables, qui suivent leur propre logique. Je m'aventure dans ce territoire sauvage et je collectionne les images qui ont fait de moi un poète. Entre le quai et le bateau, il y a un espace impossible à franchir en sautant. Le vrai exil a commencé. Ma France était alors des images que j'avais découvertes au Chili et que je gardais dans ma mémoire, comme les pierres énigmatiques que ramassait mon oncle à la campagne. L'exil est toujours l'affaire des chercheurs de lieux, de liberté. Et le paradoxe fait que l'exilé apporte avec lui non seulement sa culture d'origine, mais aussi un esprit de liberté. Ses rêves qui font aussi partie de la dynamique de sa culture. Je ne peux donc concevoir mon exil sans une participation active à la culture qui me donne l'hospitalité. La durée prolongée de l'exil a poussé ces migrants chiliens à s'intégrer dans la société française. De même, les enfants, traumatisés par les implications familiales de l'exil, plus que par leur position de réfugiés, ont fait preuve d'abnégation pour adopter la culture et des modes de communication hexagonaux par un savant syncrétisme. Aucun d'eux n'a pour autant abdiqué ses idées ni cessé de lutter pour un monde plus juste. J'en ai connu et non des moindres. Dominique Frollo, le maire de 65 à 2001 de Colombes, Hauts-de-Seine, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence, a notamment d'emblée, en 1973, accueilli les membres, avec famille et entourage, du célèbre ensemble chilien Quilapayún. Groupe créé à Santiago en 1965, Quilapayún était en concert en France lors du coup d'État militaire au Chili.
Immédiatement, leur billet de retour part en fumée. Dominique Frelot leur propose, après l'obtention de l'asile politique, des logements dans la tour Z, une HLM emblématique de la cité des dortoirs des Fossés-Jean, où je demeure aussi. Je n'ai que 5 ans à l'époque, mais plus tard, j'aurai l'occasion, et plus d'une fois, d'entendre ces quenas, flûte droite, guitare, basse, flûte de pan, charango, petite guitare, bongo et conga, percussion. Donc Kila Payoun a fait des armes au service de l'amour, de la justice, de la poésie et de la liberté. Le groupe se produisait en concert en France et ailleurs, mais aussi régulièrement à Colombes. Et c'est ainsi que fin des années 80 et durant les années 90, le nom du Chili m'est parvenu, que la cordillère des Andes a supplanté ma barre en béton, que le Pacifique a submergé ma scène crasseuse, que le chant des Kila et de leur ami Victor Jara, que les poèmes de Neruda, de Huidobro se sont imposés à moi et que j'ai commencé à rêver d'Atacama, de Pascua, l'île Pacha, de Patagonie, de Valparaíso. Mais les Quilapayún chantaient aussi Venceremos, Allende, le pouvoir populaire. Quilapayún a soutenu activement l'unité populaire qui a porté Allende à la présidence. La connotation poétique mais aussi fortement sociale de leurs textes amena les Quila au premier plan de l'actualité artistique mais aussi politique. Nommé ambassadeur culturel, Quilapayún a quitté le Chili fin 1973 pour une tournée européenne avec 2 principaux rendez-vous à la Fête de l'Humanité et à l'Olympia lorsque survint le coup d'État militaire de 1973. Porte-drapeau des nouvelles chansons depuis la mort de leur ami Victor Jara, l'œuvre des Quila mêle à des textes profondément poétiques ou à des textes engagés humainement et socialement une musique qui associe les rythmes et instruments andins aux sonorités occidentales. Le tout conviant à un peuple à célébrer la paix et la résistance, la liberté. Le rayonnement international des Quilapayún ne s'est jamais démenti. Leur hymne « El pueblo unido jamás será vencido », le peuple uni ne sera jamais vaincu, résonne dans le monde entier. L'événement Quila en avril 2023, ce fut la dernière tournée de Santiago à Valparaíso, non pas au sein de la formation, avec laquelle il a donné plus de 2000 concerts, mais au Chili, de la grande voix du groupe, Carlos Quesada, né en 1940, percussionniste et ténor d'exception. Immense artiste et longtemps animateur à Colombes, sa ville d'adoption depuis 1973 et qu'il habite toujours. Au sein des Quilapayún, Carlos a été rejoint par son fils aîné, Sébastien, né en 1972, percussionniste spécialisé dans la percussion cubaine, qui accompagne aussi Maxime Le Forestier lors de ses tournées et en studio aux percussions. Maxime Le Forestier nous dit de Sébastien que c'est un métis de vaudou et de conservatoire d'Europe et d'Amérique du Sud. Il ne manque pas la mesure, il la colore. Voilà, on peut quand même grandir en banlieue et devenir quelqu'un, et y arriver. Le rayonnement du groupe Quilapayún, actif depuis 1965 dans l'exil et au Chili, s'est prolongé à travers de nouveaux albums, 45, tournées, et aussi par l'ascension des enfants du groupe. Parmi ces derniers, des amis depuis le plus jeune âge. Parmi eux, Victor Quesada Pérez, né en 1975, qui n'est pas le moins talentueux et fait figure à lui tout seul de pierre angulaire de cette histoire franco-chilienne qui nous lie tous. Victor est comédien et metteur en scène de haute voltige, clown céleste, exigeant et fraternel. Né tout comme moi en 1968, Rodrigo Gomez Rovira est mon plus vieil ami chilien. De Colombes, il est retourné au Chili en 1996, au terme d'une traversée de 45 jours à bord d'un cargo. Sur place, il a créé la première agence de photographes. En 2003, il est commissaire de l'exposition présentée à Perpignan, retraçant le travail de 4 photographes chiliens pendant la dictature. En 2005, il s'installe à Valparaíso, fonde une famille. Photographe, il est correspondant à l'Amérique latine de l'agence Vue. Il est aussi le fondateur et directeur de l'impressionnant Festival international de photographie de Valparaíso. Rodrigo s'est imposé sans conteste et au-delà du Chili comme l'un des grands talents de sa discipline, la photographie. Son travail photographique se concentre essentiellement sur le Chili et l'Amérique latine et raconte une histoire à travers un portrait, un objet, un lieu. Rodrigo, moi et nos amis, nous avons grandi à Colombes, dans la même cité, laquelle était prolongée par un bidonville qui fut démantelé par la suite en raison des travaux de l'autoroute 86. Nous pataugions dans la même boue. Il y avait des Chiliens, des Algériens, des Marocains, des Arabes, des Kabyles, des Français, tous promis au même avenir que leurs parents, lesquels étaient des émigrés économiques ou politiques, les autres des prolétaires engagés dans des bars HLM lorsqu'ils n'étaient pas à l'usine. Les enfants du FLN et du MNA côtoyaient ceux du MIR, du Parti communiste et d'autres. Dans la cité, nous étions solidaires. Nous avons grandi ainsi et nous sommes restés. Dans la cité s'est forgée la conscience politique, mais aussi celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Dans la cité aussi s'est forgé le rêve de la quitter, cette cité. Et le
Longtemps, chez Rodrigo, il n'y eut aucun meuble, seulement des cartons, des caddies de supermarché. La situation était provisoire. La révolution allait être sauvée, Pinochet et sa junte allaient être défaits. Il fallait être prêt à partir. L'histoire évolua différemment. Cela allait prendre du temps, 16 ans en fait. Il fallut se meubler sans serrer. Les parents durent recoller les morceaux de leur vie brisée, leur exil, et les enfants de l'exil aussi, autrement. Ceux de l'histoire des parents, mais aussi les leurs. Rien de simple de part et d'autre lorsqu'un héritage mêle une histoire personnelle à celle de deux pays, et dont l'origine est l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Avec le retour de la démocratie au Chili en 1990, près de 30% des réfugiés sont retournés dans leur pays d'origine. Quels pays ont-ils retrouvés? Depuis le 11 septembre 1973, la junte militaire a bâillonné les luttes sociales au Chili. La dictature militaire est responsable de multiples atteintes aux droits de l'homme, plus de 3200 morts et autour de 38 000 personnes torturées, plusieurs centaines de milliers d'exilés. De la mise en place sous la coupe des Chicago Boys, formés par Milton Friedman, d'une politique économique de privatisation ultralibérale. Et ça, c'est chez nous en ce moment. Un système qui n'a pas été remis en cause, sous la pression des partis de droite, de la bourgeoisie et de l'Église, pas plus ou mollement que la constitution de Pinochet, hélas, par les gouvernements civils qui se sont succédés après le référendum de 1988. 55% de non à Pinochet, mais tout de même 43% de si. Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Santiago, il ressort que 1% de la population accapare à elle seule 30% de la richesse du pays. Ultralibéralisme oblige, la redistribution est inexistante. C'est l'unité populaire à l'envers. Dans le Chili de l'après Allende, tout a été privatisé ou presque. L'éducation, la plus chère et la plus inégalitaire du monde, derrière celle des États-Unis. 70% des étudiants doivent s'endetter. Le système de santé, les retraites, rien n'a changé aussi au Chili sur le plan du modèle économique depuis la fin de la dictature, puisque des concessions supplémentaires ont même été accordées au secteur privé de l'énergie, du téléphone, des banques, des routes et des transports. Plus de 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et plusieurs millions sont juste au-dessus. Le droit de grève, loi pinochetiste oblige, est très restreint. La presse est à 95% entre les mains de deux gros trusts privés. Après une telle histoire, il n'y a rien d'étonnant à ce que la poésie chilienne demeure marquée par l'exil et la clandestinité. Mais les poètes chiliens des années 80 à aujourd'hui ont naturellement éprouvé le besoin de forger leurs armes, leurs propres écritures, un lyrisme propre, une poésie de l'après-Neruda, portée par des aînés d'ailleurs fort différents les uns des autres, tels que Gonzalo Rojas, Luis Misson, Valdo Rojas ou Raúl Zorita. L'antipoésie de Nicanor Parra, à l'affiche du festival, en est sans doute l'exemple le plus parlant et le plus radical, qui propose la désacralisation du poète. Il ne s'agit pas de renier les aînés, lesquels sont devenus pour la génération émergente, les nouveaux poètes, les représentants de la poésie d'une autre époque, celle d'avant 73. Les auteurs de cette fin de siècle se situent dans un présent, le leur, celui de l'après 73, date qui marque une scission dans l'inconscient collectif chilien, marquée par le bâillon et l'exil. Durant l'été 2017, alors que je me trouvais au Chili, à Valparaíso, j'ai été invité à me rendre dans la maison de Vicente Huidobro, à Carthagène, ville située au bord de l'océan Pacifique, à 80 km de Santiago du Chili. La maison est devenue depuis 2013 le musée Vicente Huidobro. Un peu plus haut, à moins d'1 kilomètre à pied, on peut se rendre sur une colline que surplombe la tombe de Vicente Huidobro. L'épitaphe qui a été gravée sur sa tombe ne pouvait être qu'à l'image du poète. Elle nous dit « Sigi, le poète Vicente Huidobro, ouvrez la tombe, au fond de cette tombe, on voit la mer. » On accède à la Casa Museo en voiture au départ de Valparaíso par la route de la mer, également appelée littoral des poètes. Car en effet, en une demi-heure, nous pouvons relier ce que j'ai fait, la Carthagène de Vicente Huidobro à l'Isla Negra de Pablo Neruda. À mi-chemin passant par Las Cruces, impossible de ne pas m'arrêter pour saluer alors le plus grand poète chilien vivant, Nicanor Parra. Il devait mourir 6 mois plus tard, le 23 janvier 2018, à l'âge de 103 ans. Né dans une famille modeste en 1914, Nicanor Parra est le seul parmi ses frères à avoir poursuivi des études supérieures.
La famille Parra est pourtant composée d'artistes de premier plan. Sa sœur Violeta Parra, étoile de la chanson chilienne, a remis à l'honneur la musique populaire et traditionnelle de son pays. Les deux enfants de Violeta, Isabelle et Angèle Parra, ont également mené une importante carrière musicale et artistique. Nicanor Parra a lui-même 3 enfants, Catalina qui est artiste visuelle, les musiciens Colombine et Juan de Dios qui ont formé le groupe Barraco Parra. Nicanor Parra a étudié les mathématiques et la physique. Il a enseigné ces disciplines au niveau universitaire. Après son premier livre, marqué par une veine populaire héritée de Federico García Lorca, il publie en 1954 son œuvre majeure, Poèmes et antipoèmes, qui le singularise définitivement et qui ouvre sa production d'antipoésie, appelée à exercer une influence considérable sur la poésie chilienne et continentale. Tout allait mal depuis la Renaissance, écrit-il. La poésie surgie de cette époque aurait pu être qualifiée de poésie courtisane, en costume-cravate. Il fallait trouver une sortie. Durant des siècles, la poésie a été le paradis de l'imbécile solennel, jusqu'à ce que moi j'arrive et m'installe sur ma montagne russe, déclare Nicanor Parra, non sans provocation. Dans son roman autobiographique La danse de la réalité, Alejandro Jodorowsky écrit: dans ces années-là, Pablo Neruda se présentait comme le plus grand poète, mais moi, comme la plupart des jeunes, par esprit de contradiction, je refusais d'être son disciple fanatique. Brusquement surgit un nouveau poète, Nicanor Parra, qui, se rebellant contre ce génie si viscéralement et si engagé politiquement, publia des vers intelligents, humoristiques, différents de tout ce qu'on connaissait, et qu'il baptisa du nom d'antipoème. Mon enthousiasme fut délirant. Enfin, un auteur descendait de l'Olympe romantique pour parler de ses angoisses quotidiennes, de ses névroses, de ses échecs sentimentaux. Le grand romancier chilien Roberto Bolaño ne fut pas en reste puisqu'il célébra le type le plus lucide de l'île Couloir, le long de laquelle déambulent d'une extrémité à l'autre, à la recherche d'une sortie qu'ils ne trouvent pas, les fantômes de Vieux-Dobro, Mistral, Neruda, Roca. Parra, mais aussi ses frères, Violeta en tête, et ses parents rabelaisiens, ont mis en pratique l'une des plus grandes ambitions de la poésie de tous les temps, excéder la patience du public. Face au poète considéré comme devin, l'antipoésie de Nicanor Parra propose la désacralisation du poète. Face au caractère sentencieux, le trait dépourvu de toute transcendance, face au langage élevé, le langage de la conversation, les barbarismes, les verba obscena, au lieu de l'intensité, la superficialité, au lieu de l'ampleur, le fragmentaire, au lieu du sérieux, la plaisanterie. D'une certaine façon, l'antipoésie de Nicanor Parra a ouvert un espace de liberté sur les décombres de l'édifice qu'elle entendait jeter bas. Dans cet espace, la poésie chilienne l'a intégré. Nombre de poètes de la seconde moitié du XXe siècle, avec le mérite réitéré d'avoir perçu les limites possibles ou les carences de l'œuvre de leurs aînés, ont ainsi contribué à la grandeur de la poésie hispanique contemporaine. Pour terminer, la première partie, Pour terminer, je passe de la cordillère des Andes chilienne au Djurdjura Kabyle, puisqu'elle est à l'affiche de ce festival à travers Moya et Nicanor Parra. Cela fait sens pour moi car j'ai grandi dans la cité des Fosséjans à Colombes avec pour amis des Kabyles et des Chiliens, je l'ai dit. Je dis aussi à la suite de mon cher Jean Sénac que poésie et résistance apparaissent comme les tranchants d'une même lame où l'homme inlassablement affûte sa dignité. Parce que la poésie ne se conçoit pas que dynamique, parce qu'elle est écrite par tous. Clé de contact grâce à laquelle la communauté se met en marche et s'exalte. Elle est dans ses fureurs comme dans sa transparence sereine, dans ses arcanes comme dans son impudeur, ouvertement résistante. Tant que l'individu sera atteint dans sa revendication de totale liberté, la poésie veillera aux avant-postes, ou brandira ses torches. Au vif de la mêlée, éperdument aux écoutes, le poète va donc vivre du souffle même du peuple. Il traduira sa respiration, oppressée ou radieuse, l'odeur des résidats comme celle des charniers. Parmi les poètes connus, aimés et publiés tout au long de l'histoire de la revue Les Hommes sans épaules, Jean Sénac, le plus grand poète algérien du XXe siècle, est assurément l'un des plus chers à notre cœur et à notre souvenir. En pleine période d'arabisation de l'Algérie, de la culture et de la langue,
Sénac l'utopiste rêvait en 1970 d'une Algérie méditerranéenne, solidaire, socialiste, égalitaire, arabe, berbère et pieds noirs, de graphie arabe, berbère et française. Castel Yassine nous dit alors pas autre chose en 1963. Poète algérien de graphie française, ainsi qu'il se définissait lui-même, Jean Sénac, né à Bénissaf en Oranie le 29 novembre 1926, est assassiné dans la nuit du 29 au 30 août 1973 de 5 coups de couteau en pleine poitrine dans sa cave Vigie d'Alger. Premier martyr d'une horrible liste. Après, il me faut évoquer pour moi le plus grand poète et romancier kabyle que nous avons connu et qui fut notre ami, Tahar Djaout, le magnifique, né le 11 janvier 1954 à Aïn Shafa, wilaya de Tizi Ouzou. J'ai retrouvé il y a peu un manuscrit original de poèmes de Tahar dans les archives des Hommes sans épaules, celui de l'Arche à Volo, édité en 1978 par Jean Breton à l'enseigne des éditions Saint-Germain-des-Prés. Et ce fut très émouvant. Le Kabyle Tahar Djaout fut un homme droit, intègre, et qu'est-ce qu'il était sympathique et fraternel. Il aimait dire « Le silence, c'est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs, et si tu parles, tu meurs, alors dis et meurs. » Notre cher Tahar Djaout est mort assassiné à son tour par les islamistes, de 2 balles dans la tête, le 26 mai 1993. Son ami le poète Youssef Seppi meurt égorgé dans la nuit du 27 au 28 décembre 1993, etc. Nous n'avons rien oublié. J'écris, c'est mon seul territoire. C'est son chemin que vous passerez sera le bout de la fin. Merci à vous. On mettra la musique. Merci beaucoup donc, pour ce long et riche exposé et très très intéressant. Alors, juste pour rajouter un petit peu à ce que vous avez dit, Jean Sénac se faisait appeler Yahya Loural. Et la citation de Djaout que vous prêtez à Djaout, en fait, on la prête à Djaout par erreur. C'est pas une citation de Djaout, c'est une citation d'un poète palestinien. Et que Djaout avait reprise en mettant les guillemets, mais les gens n'ont pas vu les guillemets dans sa revue Rupture. Donc je me permets de le dire par honnêteté intellectuelle. Voilà. Il ne faut pas qu'on... Voilà, je pense. Par contre, il était entièrement dans sa part et mon aîné, donc je sais qu'il vivait entièrement cette citation. C'est la raison pour laquelle il aurait, voilà, tout ce qu'on dit très souvent, mais comme je vous dis, moi, par honnêteté intellectuelle, je préfère le dire. Voilà. Donc,